Ok, c'est bon. Oui. Oui, bonjour à tous. Oui. Si, il est quelque part, mais voilà. Nous n'allons plus tarder, nous allons commencer. Bonjour à tous et bienvenue à ce séminaire. Sans plus tarder, nous allons passer la parole à Patrick Durand, la Minute Verte. Merci, Ange. Donc, aujourd'hui, dans le cadre de la Minute Verte, je vais vous parler de l'éclairage dans les bureaux. Alors, en France, la consommation électrique est sur l'ensemble des bureaux est de 6 TWh, c'est-à-dire 6 milliards de wattheures, ce qui correspond à peu près à 12% de la consommation électrique totale, qui est de 49 milliards d'heures. À l'IRD, cette consommation énergétique de l'éclairage correspond à 18%. Ça correspond à la fois les bureaux, les couloirs et les laboratoires. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est très simple, c'est changer nos habitudes et utiliser non plus des ampoules classiques, mais des LED. Alors, je vous donne un petit peu quelques renseignements sur les consommations des LED. Une LED consomme environ 10 watts. Une ampoule basse énergie consomme 15 watts. Et puis les halogènes et les lampes à incandescence, qui sont d'ailleurs interdites depuis 2012, consomment 75 watts. Donc, bien sûr, il faut encourager l'utilisation des LED pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'elle dure une durée de vie qui est beaucoup plus longue, entre 20 000 et 40 000 heures, ce qui correspond en moyenne à 2 fois plus que mettre des ampoules de basse énergie. Ensuite, l'avantage, c'est qu'elles peuvent permettre d'être allumées, éteintes non-stop, c'est-à-dire sans abîmer, je dirais, les LED, hein, contrairement à des ampoules qui se grillent plus facilement. Et puis, si on utilise des LED, eh bien, on peut diminuer notre consommation énergétique d'environ 50% et nous réduire notre facture énergétique d'autant. Ainsi, si on remplaçait toutes nos ampoules en France, eh bien, on pourrait réduire comme ça jusqu'à 7,50 € par mètre carré et par an, ce qui est au final pas négligeable. Donc, pour finir, quelques petites astuces, je dirais, de bon sens. Eh bien, n'oubliez pas d'éteindre, évidemment, quand vous sortez de votre bureau, les lumières. Essayez d'utiliser au maximum l'éclairage naturel et d'enlever tout ce qui peut obstruer tout l'éclairage naturel, etc. Et puis, dans le cadre de l'IRD, a déjà mis en place des poubelles à recyclage des ampoules et commence une démarche de ce qu'on appelle le relamping, c'est-à-dire qu'elle est en train de changer toutes les ampoules par des ampoules LED, et c'est une démarche qui est éco-responsable. Voilà, je vous remercie de votre attention et très bon séminaire. Merci, Patrick. Aujourd'hui, nous accueillons un étudiant en Master 2, Florent Rachen, qui étudie à l'Université de Montpellier et qui a réalisé ses travaux au sein de notre unité avec Julien Pompon. Il a travaillé sur la caractérisation des composants moléculaires et cellulaires impliqués dans la sécrétion de l'ARN subgénomique du virus de la dengue chez AIDEP et DIPSI. Donc, Florian, si tu es prêt, tu pourras nous faire présenter la quinquessence de tes travaux. On a perdu Florian. Il n'est plus connecté. Ange, il faut que il est dans la salle d'attente et il faut que tu l'acceptes en fait. Il est encore reparti, ok. Rebonjour. Je suis en train. Ok, c'est bon. C'est bon. J'ai été déconnecté, la connexion n'est pas fameuse. C'est quand tu veux. Oui, pas de souci. Si tout le monde est prêt, ça va. Eh bien, bonjour à tous. Donc, je me présente, je m'appelle Florian. Je suis actuellement en 2e année de master. Donc, mon master est un master de microbiologie qui est à Montpellier. C'est le master IMHE pour interaction micro-organismes, hôtes et environnement.
et j'effectue actuellement mon stage à l'IRD dans l'unité MIVEGEC. Et mon stage, du coup, porte sur la caractérisation des facteurs cellulaires qui sont impliqués dans la sécrétion de l'ARN subgénomique du virus de la dengue chez le moustique Aedes aegypti. J'ai été encadré pendant ce stage par Monsieur Julien Pompon et également par mes co-encadrants Félix et Hidalba. Donc, avant de commencer par présenter mes résultats, je vais vous faire une brève présentation de mon modèle d'étude, donc qui est le virus de la dengue. Le virus de la dengue, c'est un arbovirus, donc c'est-à-dire un virus qui va être transmis par un vecteur arthropode. Ici, c'est généralement le moustique du genre Aedes, et particulièrement le moustique de la fièvre jaune, qui est le moustique Aedes aegypti. C'est un virus qui appartient à la famille virale des Flaviviridae et au genre Flavivirus. Comme caractéristique, le virus de la dengue possède un génome ARN simple prime de polarité positif qui va coder pour deux types de protéines, les protéines non structurales qui vont rentrer en jeu lors de la réplication du virus et les protéines structurales que vous avez représentées ici, donc la protéine d'enveloppe, la protéine de membrane et la protéine de capside. Ce qu'il faut également savoir, c'est qu'à partir de cet ARN, le virus de la dengue est capable de produire ce que l'on appelle un ARN subgénomique flaviviral, ou sfRNA pour en anglais subgénomique flaviviral RNA. Donc, cet ARN non codant va être issu de la dégradation de l'ARN génomique du virus dans la cellule. Cette dégradation, elle est permise grâce à une enzyme qui s'appelle l'exoribonucléase 1, que vous voyez représenter sur la figure. Cette enzyme cellulaire va dégrader l'ARN génomique du virus de la position 5' vers la position 3' UTR. Petit problème, cette enzyme va se retrouver confrontée à des structures de résistance qui vont empêcher la poursuite de la dégradation et donc stopper ce mécanisme et produire ce qu'on appelle du coup, au final, un sfRNA. Le sfRNA, il a un rôle particulier lors de la transmission de l'infection virale, car c'est un ARN qui est notamment capable de bloquer la réponse immunitaire, que ce soit chez l'hôte vertébré, mais également chez le moustique. Récemment, il a été mis en évidence que ces ARN subgénomiques flaviviraux étaient présents dans la salive du moustique Aedes aegypti, donc ce qui suggérerait une implication dans la transmission et l'infection virale chez l'hôte vertébré. Plus exactement, les sfRNA ont été retrouvés protégés dans des vésicules lipidiques et protéiques, qui s'appellent du coup des exosomes. Donc, vous avez une représentation ici, vous avez une vésicule qui va contenir ce sfRNA, et lors de la transmission du virus par le moustique va injecter non seulement du virus et des protéines salivaires, mais également le sfRNA présent dans les exosomes. Comme particularité, les exosomes sont des vésicules extracellulaires qui vont être composés de protéines, comme par exemple des tétraspanines, des lipides comme le cholestérol et la sphingoméline, mais également des acides nucléiques, donc ça peut être de l'ARN et de l'ADN. Je vais vous présenter un peu plus en détail les exosomes et leur biogénèse, sans pour autant être très précis. Il faut savoir que la biogénèse des exosomes est orchestrée par plusieurs protéines et enzymes cellulaires. La première étape, ça va être une étape de bourgeonnement. Donc, du coup, on va avoir la formation de vésicules représentées ici, formation de vésicules intraluminales à la lumière d'un endosome tardif cellulaire, ce qui va former ce qu'on appelle un corps multivésiculaire. Ce bourgeonnement, il va être orchestré par la protéine Alix, mais également le complexe S-corp. Et on va également avoir l'intégration de lipides et de protéines pour former la structure de ces vésicules. La deuxième étape, ça va être tout simplement l'exportation de ce corps multivésiculaire. Deux types d'exportation. Soit ça peut être exporté vers le lysosome, représenté juste ici, et dans ce cas-là, le corps multivésiculaire va être dégradé, ou bien ça va être adressé à la membrane plasmique cellulaire. Si c'est adressé à la membrane plasmique cellulaire, on va avoir la fusion de ce corps multivésiculaire avec cette membrane, généralement médiée par le complexe S-corp, ce qui va relarguer les exosomes dans le milieu extracellulaire. Et dans ce cas, les exosomes vont jouer un rôle dans la communication cellulaire, car ils vont notamment être capables d'activer la réponse immunitaire, mais également d'induire la différenciation cellulaire aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est que la biogénèse de ces vésicules est très bien caractérisée chez l'être humain, même s'il y a quelques zones d'ombre qui restent encore à élucider. Le problème, c'est qu'on ne sait pas si cette biogénèse est conservée chez le vecteur Aedes aegypti, ce qui pose un énorme problème parce qu'on ne sait pas comment l'ARN subgénomique du virus de la dengue se retrouve internalisé dans ces exosomes, sachant qu'il joue un rôle lors de l'infection virale. Donc, du coup, ma problématique, c'était d'identifier les facteurs cellulaires chez les moustiques qui étaient impliqués dans le chargement et la sécrétion du sfRNA du virus de la dengue au sein de ces vésicules extracellulaires. Donc, pour cela, brièvement, ce que j'ai fait, c'est pas mal de biblio, parce que comme je l'ai dit, c'était très bien renseigné chez l'être humain, la biogénèse des exosomes,
et j'ai pu sélectionner quelques candidats. Donc, vous avez représenté ici les candidats que j'ai sélectionnés. J'ai pu sélectionner la tétraspanine CD63 et la heat shock protein 90, qui sont du coup des protéines intervenant dans la structure de ces vésicules. Et également une enzyme qui s'appelle la phospholipase D2, qui est impliquée dans la biogénèse de l'acide phosphatidique. Donc, l'acide phosphatidique, c'est un lipide qui est impliqué dans la courbure des vésicules, donc essentiel à la formation de ces exosomes. Là, l'enzyme Alix, comme je vous l'ai dit, qui était impliquée dans le bourgeonnement, donc l'étape du début, et la sphingoméline synthase, qui est une enzyme impliquée dans la biogénèse de la sphingoméline, le lipide retrouvé en grande majorité chez les exosomes. J'ai ensuite recherché les homologues chez Aedes aegypti, et afin de tester l'implication de ces gènes dans la sécrétion du SFRNA, j'ai décidé d'effectuer une extinction de leur expression par une technique d'ARN interférent sur une lignée cellulaire d'Aedes aegypti qui s'appelle la lignée cellulaire AG2. Brièvement, ce que j'ai effectué, c'est du coup un platage de mes AG2 en plaque 24 puits. Par la suite, mes cellules ont été transfectées avec des ARN double brin pour chaque gène ciblé afin d'induire du coup une inhibition de l'expression de la protéine ou de l'enzyme ciblée. En parallèle, j'ai également effectué un contrôle de transfection qui est le contrôle LAGSI représenté jusqu'ici. LAGSI, c'est du coup un gène bactérien, donc on va transfecter nos cellules avec des ARN qui vont cibler un gène bactérien, donc ce qui représente bien le contrôle négatif. Par la suite, mes cellules ont été infectées par le virus de la dengue et on a récupéré le SFRNA et le gRNA présents dans les cellules, donc intracellulairement, mais également dans le surnageant. Le but étant de quantifier par qPCR l'ARN génomique du virus de la dengue et le SFRNA afin d'obtenir un ratio SFRNA-gRNA. Ce ratio va nous permettre de normaliser le nombre de copies de SFRNA par rapport à l'infection et surtout par rapport au précurseur du SFRNA qui est l'ARN génomique, donc le gRNA. Donc, on va s'intéresser aux résultats que j'ai obtenus déjà intracellulairement. Donc là, on regarde dans les cellules AG2. Pour chaque figure, vous avez le nom du gène que j'ai ciblé avec la technique d'ARN interférent. En ordonnée, vous avez le ratio de SFRNA sur le gRNA. La barre grise représente le contrôle de transfection de l'AXI et la barre noire représente le knockdown de la protéine d'intérêt. Ce que l'on peut voir intracellulairement, c'est que pour l'inhibition de l'expression d'HSP90 et de Alix, on n'observe pas de différence significative entre le contrôle de transfection et l'inhibition de l'expression de la protéine ciblée. Néanmoins, ce que l'on observe, c'est un ratio négatif de SFRNA sur le gRNA pour la protéine Alix. Ce ratio est biologiquement impossible. Donc, soit il peut venir d'une erreur ou d'une mauvaise amplification de notre SFRNA lors de notre qPCR. Donc, étant biologiquement impossible, on va considérer que le ratio, lorsqu'il est négatif, sera égal à 0. Là où ça devient un peu plus intéressant, c'est pour les autres gènes que j'ai ciblés. Donc, pour la tétraspanine 29FB, FA, pour la phospholipase et la sphingoméline synthase, on observe intracellulairement toujours une augmentation du ratio de SFRNA sur le gRNA, comparé toujours à notre contrôle de transfection. Donc ça veut dire deux choses. Possiblement, soit lors de notre technique d'ARN interférent, on va avoir une surproduction de l'ARN subgénomique dans les cellules, ou bien, suite à notre ARN interférent, on va avoir une inhibition ou un problème de l'exportation du SFRNA vers le milieu extracellulaire, ce qui pourrait expliquer l'accumulation que l'on observe. Et du coup, afin de vérifier cela, on a réalisé la même quantification, mais cette fois-ci dans le surnageant. Donc, pour le knockdown d'HSP90 et de la protéine Alix, pareil, on n'observe pas de différence significative, ce qui concorde avec les résultats précédents, même si encore une fois de plus, on a un ratio SFRNA et gRNA négatif. Par contre, là où ça devient un peu plus troublant, c'est pour le knockdown de la tétraspanine 29FB et de la phospholipase D2. En effet, même si on avait remarqué une augmentation du ratio précédemment dans les cellules AG2, on n'observe pas de diminution de ce ratio dans le surnageant. Par contre, là où c'est plus intéressant, c'est au niveau du knockdown de la tétraspanine 29FA. En effet, en accord avec les résultats précédents, on observe une diminution du ratio de SFRNA sur le gRNA lorsque je fais l'inhibition de l'expression de la tétraspanine 29FA. Par contre, si vous remarquez bien, pour le knockdown de la sphingoméline synthase, on observe un résultat contraire. En effet, je m'attendais à ce que lorsque j'effectue le knockdown de cette enzyme, j'ai une diminution de mon nombre de SFRNA présents dans le surnageant. Et là, à contrario, j'ai une augmentation, donc un résultat qui est contraire aux hypothèses que j'ai posées.
Afin du coup de vérifier si cette augmentation elle était bien due à une augmentation de la sécrétion de SFRNA, j'ai comparé le nombre de copies d'ARN génomique présents dans les cellules, représentées juste ici, et présents dans le surnageant lorsque j'effectue l'inhibition de l'expression de la syngomine synthase. Et lorsque j'effectue effectivement l'inhibition de la syngomine synthase, j'observe une diminution de mon nombre de copies d'ARN génomique. Donc, si on a une diminution du nombre de copies d'ARN génomique, donc le dénominateur, c'est normal qu'on ait une augmentation du ratio du SFRNA sur le gRNA. Et parallèlement à cela, on n'observe pas de différence significative entre le nombre de copies de SFRNA présents dans le surnageant et dans les cellules entre le contrôle et la syngomine synthase. Donc, cette enzyme, elle ne serait pas impliquée dans la sécrétion du SFRNA à travers les exosomes. Afin de résumer toutes ces informations, je vous ai effectué un petit schéma bilan. Donc, le résultat le plus intéressant que j'ai obtenu, c'était pour l'inhibition de l'expression de la tétraspanine 29FA. Ce que nous avons vu, c'est que lorsque j'inhibe l'expression de cette protéine, j'observe une accumulation de mon ARN subgénomique présent dans mes cellules AG2 et que parallèlement à cela, j'ai une diminution de mon ARN subgénomique présent dans le surnageant. Ce qui voudrait dire que cette protéine serait essentielle soit à l'internalisation, soit à l'export du SFRNA à travers les exosomes. Pour le knockdown de la TSP29FA et de la phospholipase D2, bien qu'on observe une accumulation de l'ARN subgénomique présent dans les cellules, on n'a pas de diminution à proprement parler dans le surnageant. Donc, on ne peut pas conclure définitivement sur le rôle de ces protéines, donc de TSP29FA et de la phospholipase D1, sur la sécrétion de SFRNA à travers les exosomes. Et concernant le gène HSP90, l'enzyme ALIX et la syngomine synthase, on n'observe pas d'accumulation de SFRNA dans les cellules et pas de diminution dans le surnageant. Il faut tenir que ces trois facteurs cellulaires ne seraient pas impliqués lors de l'internalisation et de la sécrétion du SFRNA à travers les exosomes. Donc, même si mon étude a permis de mettre en évidence quelques mécanismes qui étaient dans ce cas-là, enfin, à ce moment-là, qui étaient non élucidés, j'ai quand même relevé quelques limites, notamment la quantification de mon CFRNA qui possède un ratio négatif, ce qui est biologiquement impossible. Et ce qu'il faudrait essayer de faire, c'est bien sûr refaire ces quantifications et essayer d'avoir un ratio cette fois-ci qui sera positif, donc plus en accord avec un résultat biologique. Et également, ma culture cellulaire AG2 ne représente pas la complexité d'un organisme multicellulaire qui est le moustique Aedes aegypti. Donc, il faudrait valider les observations que j'ai obtenues in vivo chez ce vecteur. Également, une autre perspective, ça serait de cibler d'autres gènes intervenant dans la structure et dans la biogénèse des exosomes. Il faut savoir que ces autres gènes seront apportés notamment par une technique que j'ai utilisée au cours de mon stage qui s'appelle du coup une technique de chromatographie ARN et que je vais vous parler brièvement juste après. Donc, la technique de chromatographie ARN, c'est une technique qui va me permettre d'identifier quelles protéines sont capables d'interagir avec mon ARN subgénomique dans mes cellules AG2. Ici, j'ai émis l'hypothèse que mon ARN subgénomique du virus de la dengue va interagir avec une protéine qui est associée aux exosomes afin d'être internalisée au sein de ces derniers. Donc, la méthode de chromatographie ARN, elle est assez simple. Elle va reposer sur l'utilisation de billes magnétiques qui sont couplées à l'ARN subgénomique du virus de la dengue produit in vitro. On va incuber ces billes avec le SFRNA avec du coup un lysate d'exosome qui a été isolé à partir de la culture cellulaire AAG2. Et on espère que certaines de ces protéines vont interagir avec le SFRNA. Auquel cas, si elles interagissent, elles seront isolées et par la suite, elles seront identifiées par spectrométrie de masse. J'ai réalisé que cette expérience seulement une fois, ce qui m'a permis du coup d'avoir des résultats qui étaient préliminaires et assez intéressants. Donc, bien sûr, il va falloir réaliser les deux autres réplicas. Il faut savoir qu'ils sont en cours d'analyse en ce moment afin de confirmer les résultats que j'ai obtenus lors de ma première expérience. Ce que j'ai pu identifier, c'est déjà plusieurs dizaines de protéines. Ça fait quand même beaucoup. Et deuxièmement, j'ai pu identifier des protéines qui interagissaient avec les ARN. Donc, on les appelle des RNA binding proteins, comme par exemple des sous-unités ribosomales 40S et 60S. Également, des protéines RAB ont été retrouvées associées au SFRNA. Donc, les protéines RAB, je vous rappelle, elles sont impliquées dans l'export du corps multivésiculaire vers la membrane plasmique. Et surtout, le candidat le plus intéressant, ça a été la synthénine. Donc, la synthénine, pour faire simple, c'est une protéine qui va être en interaction avec l'enzyme ALIX qui initie le bourgeonnement des vésicules intraluminales. Donc, ce serait vraiment au tout début de la biogénèse des exosomes que le SFRNA pourrait être internalisé au sein de ces vésicules, ce qui en fait du coup un candidat très intéressant.
Donc sur ce, j'espère avoir été clair lors de ma présentation. Merci de m'avoir écouté. Et si vous avez des questions, bien sûr, je serai ravi d'y répondre. OK, merci Florian pour cette présentation. Maintenant, place aux questions, aux suggestions. J'ai été assez clair. C'est bien. Il n'y a pas de questions, des choses incomprises. Là, nous avons une question dans le chat. Émilie aimerait savoir comment il faudrait s'y prendre pour vérifier ces observations chez les moustiques. Alors, du coup, c'est assez différent chez le moustique. Donc, tu vas avoir deux possibilités. Soit, du coup, chez le moustique, déjà, tu vas effectuer le knockdown avant l'infection. Donc, du coup, l'inhibition, elle va se faire par micro-injection avec, du coup, les ARN double brin intrathoraciquement. Donc, tu vas prendre tes ARN double brin et tu vas les injecter directement chez le moustique. Et ensuite, tu as deux techniques d'infection. Soit tu vas réaliser une micro-injection de ton virus de la dengue, toujours intrathoraciquement, pour que tu aies une énorme quantité de virus dans le moustique, ou bien tu fais une infection orale, tout simplement, en nourrissant le moustique avec du sang contaminé. Là, ce que je vais plus privilégier durant la fin de mon stage, ça serait directement une micro-injection du virus après l'inhibition de l'expression. J'ai été clair? Émilie, il a été clair? Oui, elle est juste à côté de moi, elle me fait un grand oui. Ah, OK, d'accord. Apparemment, tu as été assez clair. Oui, ou alors pas assez clair. Je ne sais pas. Non, non, je pense que c'est assez clair. Et bon, on n'a pas de questions, on n'a plus de suggestions. Merci Florian pour, De rien. comment je peux dire, cette clarté. Et là, ici, nous annonçons Florian est le dernier. Pour cette année, Florian est le dernier étudiant de Master 2 qui présente ses travaux de recherche. Et les séminaires vont reprendre en septembre, après les congés d'été. Donc là, nous vous remercions. On va continuer pour cette phase avec des chercheurs, des doctorants et des post-doctorants aussi. Merci. Mais de rien. On va passer pour cette très bonne fin de journée à tous. Et on espère à la rentrée pouvoir vous accueillir aussi, pouvoir faire des mix en présentiel et pouvoir réinstaurer un petit peu de contact. Je pense que ça sera plus agréable pour tout le monde. OK. Donc, on se dit à septembre. Merci. Au revoir. Au revoir, bye bye. Bonne journée, au revoir.